dans Fil Éco, l'émission qui revient sur l'actualité économique locale. On commence tout de suite avec les grandes lignes de cette émission. Les soldes d'hiver ont débuté hier. Nous suivrons ce lancement dans un magasin de Maurepas. Pour sa première visite officielle en 2014, le Premier ministre s'est rendu au château de Versailles. Le thème abordé, le droit des femmes. Et puis nous retrouvons Axel et Maria, deux entrepreneurs qui tentent de lancer leur entreprise. Après avoir monté leur projet, ils cherchent aujourd'hui à trouver des financements. La suite de leurs deux projets dans le dossier de la semaine. Et puis nous parlerons de la hausse de la TVA pour les commerçants et les artisans. Nous recevons sur ce plateau Thierry Laureau. Bonsoir. Vous êtes vice-président de la Chambre de métiers et de l'artisanat. On vous retrouve dans un instant et on passe avant cela à l'actualité économique de la semaine. Je vous le disais dans les titres, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault s'est rendu ce lundi au château de Versailles. Une visite sur le thème de la parité professionnelle et l'occasion de dévoiler sa feuille de route pour le droit des femmes en 2014. Un reportage réalisé avec Jonathan Villeman. C'est à Versailles que le Premier ministre a choisi de faire sa première visite officielle de l'année, plus précisément sur un chantier de restauration du château. Lundi, il y a rencontré ces femmes qui ont choisi de faire carrière dans le BTP, un secteur plutôt masculin. Corinne est chef d'équipe traceur, elle dirige 5 hommes, un bel exemple de mixité que cherche à valoriser le gouvernement. Toutes les expériences que j'ai pu faire de visite de terrain montrent dans les centres de formation, dans les entreprises, que lorsqu'il y a un déclic, lorsqu'on favorise, qu'on fait découvrir les métiers, alors les femmes y trouvent leur place et l'entreprise y trouve aussi son compte et c'est la société tout entière qui progresse. L'égalité homme-femme, une des priorités affichées du gouvernement. Après la parité politique en 2013, place à la parité professionnelle. Le Premier ministre a annoncé des objectifs ambitieux. Le premier, atteindre d'ici 2025 un taux d'emploi identique pour les hommes et les femmes. Il reste aujourd'hui plus de 9 points d'écart. Et pour cela, il compte faciliter l'accès au travail pour les mères. Eh bien, nous développons les modes de garde. Nous faisons en sorte que, par exemple, les femmes qui prennent un congé parental soient accompagnées au retour du congé parental pour éviter qu'elles soient placardisées à leur retour. Nous faisons en sorte que les femmes, après une longue interruption à s'occuper de leurs enfants, puissent être accompagnées dans la reconversion professionnelle. Nous les soutenons pour développer une entreprise. Deuxième objectif, obtenir de la mixité dans un tiers des métiers. 10 secteurs clés sont visés, de la petite enfance à la sécurité civile. Corinne y contribue déjà. Selon elle, il faut savoir faire bouger les choses. Je suis constamment sur le chantier. Alors, il faut savoir s'imposer et avoir un caractère, quoi. Sinon, les hommes, ils vous marchent dessus après. L'entreprise qui l'emploie fait figure de bonne élève. Elle a obtenu dès 2006 le label Égalité. Mais le secteur du bâtiment est encore à la traîne. Seuls 1,6% des ouvriers sont des femmes. La loi anti-Amazon a été votée hier au Sénat. Elle vise à protéger les librairies indépendantes. Elles sont près de 3000 en France et souffrent actuellement de la concurrence des vendeurs en ligne de livres papier. Alors que le prix du livre est censé être unique depuis 1980, ces vendeurs cumulent souvent gratuité des frais de port et rabais autorisés de 5%. Cette nouvelle loi anti-Amazon, du nom du principal vendeur en ligne, interdit désormais ce cumul de réductions. De quoi contenter les libraires français tels que le responsable des librairies du pavé. On l'écoute. C'est une très bonne chose, c'est une loi sur en effet le commerce loyal, puisque les pratiques d'Amazon sont souvent des pratiques à la limite de la légalité, que ce soit là sur les frais de port où en effet la France est un des rares pays où ils offrent les frais de port et on voit bien lorsqu'on étudie dans le détail qu'ils offrent les frais de port dans les pays où ils veulent obtenir des parts de marché les plus importants et dès qu'ils ont des parts de marché importants, ils suppriment les gratuités des frais de port. Donc là, ça nous met en concurrence égale avec Amazon. Et c'est une très bonne. La meilleure preuve en est, c'est que cette loi a été votée à l'unanimité, proposée par l'opposition, acceptée par le gouvernement et votée à l'unanimité. Et la vente en ligne équivaut aujourd'hui à 17% des parts de marché. Et sur ce secteur précis, Amazon accumule 80% du trafic. Premier jour de solde ce mercredi, nous nous sommes rendus à l'ouverture d'un supermarché à Maurepas. Les clients ont bien entendu répondu présent, mais l'enseigne s'attend à une baisse de la fréquentation. Des images d'Élodie Moine. Dans ce supermarché, les salariés ont passé une partie de la nuit à étiqueter et à placer les produits.
À quelques minutes de l'ouverture, on finalise les rayonnages. Tout doit être prêt pour l'arrivée des clients. 8h30, le rideau se lève. Derrière, une centaine de personnes bien décidées à profiter des soldes. Premier arrivé, premier servi. Les meilleures affaires, c'est les premiers jours, c'est parmi les premières heures même. Le magasin propose des réductions allant jusqu'à moins 70%, de quoi faire des affaires. Et là, à chacun sa technique. Il y a ceux qui fouillent et ceux qui ont bien préparé leurs achats. J'ai fait mon repérage et j'espère que je vais trouver mon bonheur. Dans tous les cas, les caddies se remplissent vite, même si cette année, l'enseigne prévoit une baisse de la fréquentation. C'est vrai que l'élasticité est moins importante quand même que ce qu'on pouvait connaître il y a quelques années, parce que oui, il y a beaucoup de promotions et d'opérations tout au long de l'année, donc c'est vrai que ça dilue quand même un petit peu l'impact des soldes. Malgré tout, il reste quand même un delta qui est non négligeable. Les magasins de vêtements, plus particulièrement, ont lancé des ventes privées, des soldes avant les soldes. C'est tout de même dans le textile que ce supermarché compte faire son plus gros chiffre d'affaires. En règle générale, les ventes du rayon vêtements atteignent 100 000 € le premier jour et en 5 semaines de soldes, de 10 à 12% du chiffre d'affaires annuel. Malgré la baisse du pouvoir d'achat, 62% des Français devraient dépenser plus de 100 € pour les soldes, une donnée confirmée par les clients de ce magasin. Si j'arrive à tout trouver, aux alentours de 500-600 €. 300 €. Il reste jusqu'au 11 février pour profiter des soldes. Dans ce magasin, si les collections passées ne sont pas écoulées d'ici là, une partie du stock sera donnée à des associations. L'université de Saint-Quentin en Yvelines, proche de la cessation de paiement, c'est ce que nous vous indiquions fin 2013. L'État a aidé à combler le déficit de plus de 4 millions d'euros. Pour cette nouvelle année 2014, le vote du budget se tiendra le 14 janvier. Il sera déficitaire, mais l'État a de nouveau assuré l'université de son soutien. Le budget devrait revenir à l'équilibre d'ici 2016. Et en ce début d'année, vous avez certainement dû goûter la galette des rois. À l'origine, elle célèbre l'épiphanie le 6 janvier. Aujourd'hui, elle est devenue une vraie tradition et bien entendu une source de revenus importante pour les boulangers-pâtissiers. Pour cette enseigne que vous voyez à l'image à Chevreuse, ce début d'année représente 15% du chiffre d'affaires, un moment à ne pas rater. Pour se démarquer, on mise surtout sur la fabrication traditionnelle. La grande surface cherche un prix, nous on cherche la qualité, on ne cherche pas un prix. Les fèves, alors, soit on les personnalise, on les a déjà fait, ou soit effectivement on essaye d'avoir des fèves haut de gamme pour se démarquer de la concurrence, quoi. Et de la grande distribution. Ça dépend des années. En ce moment effectivement on est plutôt sur une période de baisse, alors on peut varier de 750 pièces à 1500 pièces. Et en France, le prix moyen au mètre carré pour l'immobilier recule de 1,8% sur un an après avoir déjà baissé de 1,9% en 2012. Il s'établit désormais à 2 568 € d'après la dernière étude sur l'immobilier ancien publiée par Century 21. Mais dans les Yvelines, les prix grimpent. Le prix moyen au mètre carré s'établit à 3 504 €, soit une évolution de plus de 2%. Comme vous allez pouvoir le voir sur ce tableau qui s'affiche, nous ne l'avons pas, petit souci technique. Cela concerne principalement, en tout cas, les appartements et surtout les achats à titre de placement qui en pâtissent. Et c'est maintenant l'heure de l'entretien. Quelles conséquences aura la hausse de la TVA sur les commerçants et les artisans et du coup sur les consommateurs? Notre invité va pouvoir nous éclairer. Nous recevons Thierry Leroux. Bonsoir. Vous êtes vice-président de la Chambre de métiers et de l'artisanat. Alors les taux de TVA ont été modifiés au 1er janvier. Cela fait suite à la loi de finances de 2012. Alors dans le détail, le taux intermédiaire, donc, qui concerne principalement l'artisanat, mais aussi les transports, est relevé de 7 à 10%, plus 3 points. Alors cela vous concerne dans une moindre mesure, mais le taux normal passe de 19,6 à 20 et le taux de TVA réduit, lui, ne bouge pas, 5,5, mais compte désormais, entre autres, les entrées de cinéma ou les spectacles vivants. Alors ce passage de 7 à 10%, qu'est-ce que ça va changer? Disons, cette hausse, sur quoi va être elle, répercutée? Je vais y arriver. Alors, il y a plusieurs impacts. Le premier, ça va être bien sûr une baisse de pouvoir d'achat des consommateurs. C'est évident, à partir du moment où les prix augmentent de 3% sur une grande partie des produits. Ça, c'est le côté consommateur, qui aujourd'hui, lui, a un budget qui n'est pas extensible. Il n'est plus extensible. Donc, de toute façon, il va continuer à consommer
les sommes dont il dispose. Il n'a plus de marge de main-d'œuvre. C'est terminé. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ou il achètera moins de produits, ou bien il achètera de moins bonne qualité. Mais voilà, il ne pourra pas rajouter ce montant-là. Donc après, au niveau de l'artisanat, des artisans, 2 écoles, ou bien dire on applique strictement l'augmentation de TVA et on augmente les prix. Il faut savoir quand même qu'en début d'année, on subit aussi les hausses de matières premières. Donc ça veut dire une augmentation qui n'est pas que de 3%, qui va être plus importante que ça. Et donc un prix qui va bouger de façon sensible. Deuxième école, c'est ce que certains commerçants essayent de faire, de dire tant pis, on absorbe cette augmentation. Sachant que cette absorption d'augmentation va se répercuter sur le chiffre d'affaires, sur le bénéfice, et ainsi de suite. Et sur la rémunération peut-être de l'entrepreneur, du gérant, de l'artisan. Alors au niveau de l'artisanat, il y a justement eu pas mal d'appels du pied, on va dire, envers le gouvernement. Vous indiquez que beaucoup d'entreprises sont dans le rouge. Je crois que vous avez quelques données des tribunaux de commerce. Effectivement, sur le dernier trimestre, les chiffres qui nous sont remontés des tribunaux de commerce, c'est dans l'artisanat, tout secteur confondu, c'est la disparition de 6 entreprises toutes les heures. C'est un chiffre assez impressionnant. C'est un chiffre impressionnant. Il faut relativiser, il y a aussi des créations Tout à fait. En parallèle, mais au final, c'est des jeunes qui remplacent le problème, les vieilles et les anciennes, les plus grosses entreprises. Ce qu'on constate, c'est que ce sont des entreprises qui avaient effectivement 10, 15, 20 ans d'existence, avec un nombre de salariés conséquent, qui disparaissent, et que les entreprises qui se créent, elles, sont des entreprises jeunes, donc on sait très bien que certaines ne vont pas se pérenniser, et souvent avec un nombre de salariés très faible, donc il y a un impact sur le chômage. Forcément. Dans le secteur de la restauration, alors le cas est un peu particulier, puisque à la base, ce secteur était au taux normal à 19,6%. Ils ont obtenu un taux réduit en 2009. Il a augmenté depuis, donc il passe également de 7 à 10%. On avait reproché aux restaurateurs de ne pas avoir répercuté la baisse de la TVA en 2009. Je vous propose d'écouter la réaction du président de la Confédération des restaurateurs indépendants des Yvelines. Nous avons quand même, pour le personnel, augmenté les salaires. Nous avons une prime TVA que nous versons à nos personnels chaque mois de juillet depuis 2009. Nous avons également mis en place une mutuelle pour la totalité de nos salariés, ce qui n'était pas le cas avant dans ce métier. Et beaucoup d'entre nous ont investi dans leurs entreprises. Donc là maintenant, le taux de TVA à 10 points, c'est insupportable. Nous aurions préféré rester au taux de TVA à 7, qui permettait quand même aux restaurateurs de pouvoir, après avoir absorbé ça dans leur marge, ne pas augmenter leur prix. Là, maintenant, malheureusement, en 2014, nous sommes obligés, pour la plupart d'entre nous, de répercuter cette hausse de TVA. Il va bien falloir, à un moment donné, que les gouvernants se rendent compte que la prise des taxes, des impôts de toute nature sur les prix doit s'inverser. Alors, on veut inverser la courbe du chômage, c'est normal. Il faut aussi inverser la courbe des prix. Alors de grandes difficultés également pour les restaurateurs. Sur cette critique de la baisse de la TVA qui n'a pas été répercutée sur les restaurateurs, est-ce que ce n'est pas justement le risque finalement dans l'artisanat plus largement? C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas répercuter sur le prix de vente la baisse de la TVA et en même temps augmenter les salaires, donner des primes, comme l'expliquait monsieur. On peut pas, il faut faire un choix à un moment. Les marges ne sont pas suffisantes pour qu'on puisse contenter tout le monde. Travailler sur les deux tableaux. Voilà. Alors, vous travaillez vous-même dans le bâtiment, donc dans ce secteur, il y a eu quelques cadeaux, entre guillemets. La construction et la rénovation de logements sociaux, notamment, passe au taux réduit de 5,5, tout comme la rénovation énergétique. Est-ce que ça peut faciliter les choses? Alors, dans l'artisanat, en ce qui concerne les logements sociaux, peu. C'est un secteur qui est très peu pénétré par les artisans. Ce sont souvent des rénovations lourdes. Donc ce sont des entreprises, sur la rénovation plus conséquentes. Et sur la rénovation énergétique, oui, mais ça concerne une frange très faible de l'activité du bâtiment. Beaucoup de professions ne sont pas impactées et celles qui seront concernées, ce n'est pas 100% de leur activité. Ça va être quelques postes
dans leur activité. Donc, Ce que vous m'indiquiez, ce qui est compliqué, c'est pour l'instant, donc ça concerne les travaux de rénovation énergétique et les travaux induits. Pour l'instant, vous n'avez pas encore les papiers. C'est normalement au 1er janvier, mais vous n'avez pas reçu encore les papiers du gouvernement pour mettre cela en place. La question qu'on se pose, c'est ça. Que sont les travaux induits? Jusqu'où vont-ils? Jusqu'où peut-on aller? Comment va interpréter ça l'État? Comment allons-nous l'interpréter? Comment le client va l'interpréter? Ça va être difficile à mettre en œuvre. On devrait avoir cette réponse très bientôt. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur notre plateau. Et on passe au dossier de la semaine. Souvenez-vous, il y a 2 mois, nous vous parlions d'Axel Courson et Maria Gaffney, 2 entrepreneurs qui tentent de lancer leur société à Saint-Quentin en Yvelines. L'un veut commercialiser une bière locale, l'autre ouvrir une crêperie. Que deviennent-ils? Je vous propose de le découvrir dans ce dossier de la semaine réalisé avec Élodie Moine. On prend du malt, on met dans le réservoir. Concasser des grains de malt, la première étape pour obtenir de la bière. Axel s'est pris de passion pour le brassage il y a maintenant 1 an, au point de vouloir en faire son métier. Son projet avance, mais pour l'instant, il doit se contenter de sa cuisine pour brasser. Dans cette marmite, malt et eau, Axel espère bientôt acquérir du matériel professionnel. Tout ça, ça sera des cuves automatisées avec des pompes, ça va accélérer beaucoup le processus, quoi. Pour le moment, tout est fait à la main. Filtrer le jus de malt, puis le refaire bouillir avec le houblon, laisser reposer en ajoutant les levures. Dernière étape, sucrer et embouteiller. Ça va être une bière qui va être assez fraîche et avec des notes un peu florales ou végétales. Après une formation en création d'entreprise et en brassage cet été, il est allé dernièrement rendre visite à quelques concurrents. Notamment la semaine dernière, je suis allé à Bougival dans une brasserie qui s'appelle La Petite Sœur, pour discuter avec eux. Donc c'est 2 personnes qui sont installées il y a 1 an et qui vraiment ont vécu ce que je vis là. Axel a reçu un accueil plutôt positif dans le département, mais pour vivre son rêve et commercialiser sa bière locale, ce passionné doit réunir les fonds nécessaires. Ce jeune entrepreneur a postulé pour le prêt NACRE, un prêt d'honneur réservé aux chômeurs, ainsi qu'à un emprunt auprès de la plateforme Yvelines Initiative. C'est vraiment les 2 éléments principaux qui vont conditionner la suite et qui sont vraiment structurants pour la suite. Parce que si j'ai les aides, j'obtiens les prêts bancaires. Si j'ai les prêts bancaires, je peux signer le local, je peux commander le matériel et je peux lancer l'activité. Si je ne les ai pas, dans ce cas-là, je pense que le projet va être assez compromis. Pour le prêt NACRE, il aura la réponse dans quelques heures. Je suis vraiment très, très, très stressé. J'ai hâte qu'ils m'appellent, qu'ils m'envoient un message ou quoi pour me dire déjà pour aujourd'hui est-ce que c'est bien. Nous retrouvons Axel à la maison de l'entreprise de Saint-Quentin en Yvelines le lendemain. Bonne nouvelle, il a obtenu le prêt NACRE. Reste maintenant à convaincre le jury d'Yvelines Initiative. Il attend son tour en compagnie de Maria, son amie qui ouvre une crêperie. Elle aussi cherche des fonds. Et on essaye de fonctionner en binôme. Comme nos projets sont un peu complémentaires, on essaye de les mettre en avant chacun et ça nous fait une force d'être à 2. Puis surtout au moment de la dégustation, elle peut ramener à manger, moi je ramène à boire. Ça fonctionne pas mal. Il est temps pour Axel de passer devant le jury. Chef d'entreprise et responsable institutionnel l'attendent. Je vous cède la parole. Nous sommes tous tout oui. Axel a 15 minutes pour présenter son projet. L'enjeu est de taille et son stress palpable. J'ai fait une grande partie de mes études sur Montigny et c'est notamment au lycée que j'ai rencontré mon ami avec qui je me suis passé là. Axel demande un prêt de 15 000 €, de quoi se lancer, mais surtout débloquer son prêt bancaire. Le jury étudie son business plan, déguste puis délibère. Vient le temps du verdict. On ne va pas vous faire attendre plus longtemps. Nous avons délibéré et le comité a décidé de soutenir votre projet. Axel sort de la pièce soulagé et ravi. Tout va bien, je change de vie. C'est bon. Moi, c'est pareil, toi aussi. Ça marche. Ouais, tu me laisses une bière là quand même. Je suis déjà très contente pour Axel. Je suis vraiment très heureuse. Et à moi maintenant. Maria a de son côté demandé 25 000 €. Mais depuis peu, son associé s'est retiré. Un revirement qui risque de fragiliser son projet aux yeux du jury. Maria réussit tout de même une belle prestation. À l'auditoire maintenant de trancher. Qui vote contre? Son parcours est assez chaotique.
Quand elle retourne dans la salle, la chef d'entreprise redoute le pire. Le comité délibéré a décidé de vous suivre dans votre projet, de vous soutenir dans votre projet. Pour elle aussi, les fonds sont débloqués, son projet peut pleinement démarrer. Ils ont cru à mon projet, ils ont adoré la néo-crêperie. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Je suis heureuse, mon projet il avance et il démarre, il y va. Et y aller, c'est d'abord démarrer la rénovation du restaurant. Cette Guyancourtoise a racheté cette ancienne crêperie à quelques pas de chez elle. Elle retrouve aujourd'hui Nicolas en charge des travaux. Il faut aujourd'hui tout reconstruire, mais Maria s'y voit déjà. Ici c'est la salle. Donc la salle, elle fait tout ça. Ici. Et ici il y aura des banquettes. En vraie fonceuse, elle a lancé les travaux il y a quelques jours sans même savoir si le prêt Nacre lui avait été donné. Un pari risqué. Je vais avouer que j'ai eu un coup de flip. J'ai eu peur aujourd'hui avec Evelyne Active. J'ai eu peur parce que je me suis dit, et si il me refusait le truc, qu'est-ce que je fais quoi? Bon, j'ai pris le risque, ok, je me suis bien amusée, c'est bien, c'est bon. Mais non, là ça continue, ça continue, c'est merveilleux. Les travaux devraient se terminer d'ici fin février, début mars. Axel a choisi la même ville pour s'implanter. Leurs sociétés seront voisines. On est amis d'abord, on est voisins aussi. Donc quand il a fait une démarche, etc., donc, il va me prévenir de ce qu'il a fait et comment il faut le faire, etc., mais aussi des embûches qu'on peut avoir. C'est moi qui vais à la mairie, je connais plus la mairie de Guyancourt que lui, donc je vais lui dire quelle est la démarche, comment est la personne, comment tu l'abordes, et ceci, cela. Ils viennent régulièrement à la maison pour parler, pour machin, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et on discute, oui. C'est plus qu'un copain de promo, quoi. Son ami Axel a déniché un local au clos du Moulin à Vent. Il vient tout juste de signer le contrat et revient visiter les lieux avec sa compagne Doris. Ça y est, j'ai les clés, ouais. Elles sont là, c'est bon, c'est chez moi. Son chez lui, le voici, un grand hangar vide pour le moment. Le matériel de brassage ne devrait arriver que dans quelques mois. En attendant, il faut faire preuve d'imagination. Donc les clients ils vont arriver par ici. Ils vont directement avoir une visuelle sur cet espace ici qui sera la salle de production. Donc là, en fait, sur ce mur-là, on aura des cuves donc, qui vont monter jusqu'à 3 mètres. On aura 4-5 cuves. Ici, on aura toute la partie brassage, donc chauffe. Ensuite, on pourra se diriger par ici. Donc là, ça sera l'espace dégustation. Axel souhaite que ses clients découvrent la fabrication de la bière. Les différentes salles seront donc vitrées. À l'étage, il installera ses bureaux. Il reste encore quelques finitions avant l'arrivée du matériel. On va le personnaliser un petit peu, on va faire ça au fur et à mesure avec Doris. On va faire ça. Doris n'y est pas pour rien dans ce projet assez atypique. C'est elle qui lui a offert il y a 1 an son premier kit de brassage. Quand il lui a annoncé vouloir en faire son métier, cela ne l'a pas tant étonné. Moi j'ai trouvé ça super parce que il était dans un contexte professionnel où ce qu'il faisait, ça lui plaisait pas trop. Enfin, il y avait des bons côtés et des mauvais côtés, mais au final, il n'était pas vraiment épanoui. Donc le fait qu'il veuille monter son affaire, qu'il veuille brasser sa propre bière, je me suis dit, s'il a trouvé sa voie, tant mieux, quoi. Il faut qu'il se lance, il faut qu'il y aille, il faut qu'il le fasse, quoi. Non, c'est tout à fait ça, hein. C'est grâce à elle, quoi. Un petit peu. Doris compte prendre le statut de conjoint collaborateur. Cela lui permettra de donner un coup de main à Axel durant son temps libre. Déjà, j'ai envie de l'aider et puis j'ai envie de faire partie de l'aventure aussi, quoi. Une aventure qui ne fait que démarrer. Dans l'agenda, on notera une journée d'information à la Cité des métiers à Trappes, mercredi 15 janvier de 10h à 17h. Il s'agit d'un atelier pour valoriser une offre de compétences pour les 45 ans et plus. C'est organisé par le Club FAS. Vous retrouvez donc les indications à l'écran. C'est la fin de ce fil éco. Merci de nous avoir suivis. Avant de se quitter, je vous propose d'écouter les souhaits d'habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines, des vœux de 2014, mais dans le secteur économique. Je souhaiterais que le chômage diminue surtout. Et puis, surtout, à partir de là, ça devrait aller mieux. Je souhaiterais que les considérations environnementales soient davantage prises en compte, que ce soit au niveau local ou national. On doit attendre jusqu'en mois de mars ou avril pour les élections. J'aimerais bien qu'il y ait beaucoup moins de chômage et que les jeunes trouvent du boulot. Beaucoup de travail. Parce qu'en ce moment, je cherche du travail et j'ai du mal à trouver.
J'aimerais bien être augmentée encore pour pouvoir m'acheter plein de vêtements. Que le coût de la vie diminue parce qu'il augmente, il augmente énormément et c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué de faire des sorties, c'est très compliqué. Les jeunes, plutôt les jeunes, ils arrivent à trouver un boulot avec leur bac déjà. Voilà, parce qu'ils ont leur bac, ils ont des diplômes et ils ne travaillent pas. Les impôts diminuent. Peut-être des augmentations de salaire, n'est-ce pas? Comme tout le monde, j'imagine. Je ne suis pas le seul.